Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Aujourd'hui, je reçois Luc Angers. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Bah écoute, ça va en tout cas. On dit bien Angers, hein, à la française. Oui, on dit Angers, ouais, carrément. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour parce que tu sors ton nouvel EP qui s'appelle Continuum. C'est un EP qui est composé de 5 titres et qui est disponible pour tous les plus curieux d'entre vous sur toutes les plateformes de streaming. Ça y est, dès aujourd'hui. Comment tu te sens en ce jour de sortie ? Je suis super content, ça fait trop plaisir. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de partager ce projet sur les plateformes après autant de travail finalement ? C'est hyper excitant. C'est un peu un projet qui est un EP après 2 albums, donc qui est un peu en même temps qui s'est construit. Et j'ai sorti les singles quasiment au fil du temps de les produire. Donc là, le EP a été masterisé il y a 1 mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'express, mais en même temps hyper excitant, quoi. Alors, avant de parler un petit peu plus de ce nouvel EP, justement, je voulais savoir, toi, quel était ton premier souvenir lié à la musique ? Mon premier souvenir lié à la musique, ça doit remonter. J'avais un souvenir qui était au Mexique où j'avais vu des mariachis jouer donc de la musique mexicaine sous la pluie. Je crois que c'était pour l'anniversaire de mon grand frère. Je devais avoir 2 ans, je pense. Et du coup, il y avait de l'orage et en même temps cette musique hyper folklorique, donc c'était très émotionnel. Enfin, je me rappelle vraiment de ce sentiment à ce moment-là. Je pense que ça doit être ça. Et comment est-ce que la musique, elle est venue à toi dans ta vie ? Elle est venue en l'écoutant. Ensuite, je me suis mis un peu à faire plusieurs instruments. J'ai commencé par le piano et après j'ai fait d'autres de l'orgue. Je me suis mis plus à la guitare, basse, etc. Et on va dire que le moment où je me suis vraiment accroché très fort à ça, ça devait être plus vers mon adolescence. Et comment est-ce que tu as commencé à apprendre le piano ? T'as pris des cours ? Parce que c'est le premier instrument, c'est pour ça que je parle de celui-là, mais t'as pris des cours ou t'as plutôt fait en autodidacte ? Alors j'avais un piano à la maison, donc je pouvais déjà un peu pianoter dessus. Et après c'est ma voisine qui a commencé à me donner des cours, qui elle était un peu plus grande et était au conservatoire. Ouais. Mais c'était un peu des cours avec ma voisine et après j'ai continué tout seul. Et du coup, le chant, parce que tu chantes aussi, ça vient Ouais. ça vient comment ? Après les instruments, une fois que tu sais les maîtriser ou pendant ? C'est venu bien après, ouais. Je suis plus musicien dans un premier temps. Après compositeur, j'ai toujours imaginé ou écrit des mélodies, voire des textes, mais le chant, vraiment la pratique du chant, c'est quelque chose qui s'est révélé très tard dans ma pratique, ouais. Est-ce que tu as un instrument que tu affectionnes particulièrement ? J'ai vraiment la guitare et le piano. Je pense la guitare peut-être en priorité. Est-ce qu'il est juste de dire que tu as commencé la musique, en tout cas de manière vraiment professionnelle, avec Birdie Hunt ? Est-ce qu'il est juste de dire ça ? Pas vraiment. Oui, on pourrait dire ça. J'avais déjà fait pas mal de concerts et d'autres projets avant, dans d'autres cadres et de façon rémunérée aussi, mais on va dire que c'est le premier projet qui a abouti à faire des grandes scènes ou suivre en tout cas un cursus de développement professionnel de musique contemporaine. J'ai lu que du coup, c'est un groupe qui s'est fondé en 2007. Et j'ai surtout lu, et ça m'a interpellée, il faut absolument que tu m'expliques, que le groupe s'était formé lors d'une bagarre. Effectivement, ouais. C'était... dis donc, t'es allé chercher loin les infos. C'était une bagarre. Il y avait une partie du groupe qui rencontrait une autre et c'était pendant une soirée et qui a beaucoup dégénéré.
Euh, voilà, après, il n'y a pas spécialement de commentaires à faire en plus. Donc, vous étiez 6 en tout sur ce groupe-là. Ouais. Est-ce que vous avez gardé contact ou plus vraiment? Alors, on a plus ou moins, et en fait, on n'a pas vraiment été six, on a été. Donc, j'ai cofondé le groupe, on était deux, après, on s'est retrouvé à quatre, ensuite, on est devenu cinq avec le chanteur. Ouais. Ensuite, on est devenu six, mais ça, c'était au bout de presque un an. Et ensuite, le groupe s'est un peu déconstruit et s'est transformé. Donc, en réalité, euh, qui ont fait partie du projet, je pense qu'on a été 7 ou 8, peut-être 8 ou 9 même. Ah oui. Ouais, même 9, ouais. Donc chacun a gardé des contacts avec certains, mais pas forcément tout le monde. Toi, dans Birdie Hunt, donc tu le disais, tu étais cofondateur, mais tu étais surtout à la guitare. Ouais. Et c'était quand même un esprit beaucoup plus rock que ce que tu fais aujourd'hui. Euh, ouais, surtout au début où ça touchait presque à du psychobilly, metal. Enfin, il y avait donc effectivement un côté un peu plus énervé, même si aujourd'hui, donc dans ce nouvel EP, il y a un côté un petit peu plus, du coup, plus électronique, mais un côté un peu post-punk qui revient, où bah, il y a des influences dans l'évolution qui peuvent se retrouver quand même à un certain endroit, même si c'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, avec ce groupe-là, vous avez fait Rock en scène. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Parce que c'est quand même un gros festival. Ouais, bah, c'était une expérience de fou. Alors on y a joué même deux fois. Parce que la première fois, c'était donc sur la scène de l'industrie, où c'était la scène découverte en 2011. Et l'année qui a suivi, je crois que c'était les 10 ans ou les 15 ans, enfin un chiffre rond de rock en scène. Mm. Je pense les 10 ans. Et du coup, chaque projet de cette scène-là des 10 dernières années s'était retrouvé pour faire un concert commun. Et du coup, là, on y avait rejoué. Et c'était la grosse stuff aussi. C'était trop cool. Et bah ouais, c'était quand même des publics de plus de 10 000 personnes. Donc c'était quand même des expériences assez dingues. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur ce groupe-là, sur Birdie Hunt, quand tu regardes un petit peu en arrière? Bah, que c'était une chouette expérience, qu'on était peut-être un peu dans la folie de l'expérience, et en même temps, bah, on avait un manager qu'on a pas mal fait souffrir, je pense. Et, euh, et voilà, c'était une expérience humainement très intéressante, et également au niveau de l'évolution, vu que ça a quand même duré un certain nombre d'années. Même si, donc, après, sur le recul du développement par rapport à l'époque, c'était quand même une époque compliquée, parce que bah, à l'époque, il n'y avait pas de streaming qui était vraiment présent, et l'industrie du disque était morte. Donc, c'était essentiellement par le live, et peu de choses en restent aujourd'hui, vu que à partir de 2013, 14, 15, ça s'est un peu arrêté, quoi. Donc, mais voilà, à titre personnel, c'était une expérience très enrichissante. Alors, je continue un peu ton parcours artistique. Alors, avant de te lancer en solo, tu as été musicien pour Crayon ou encore Joseph Chédid. Sur quel aspect tu les as accompagnés? Est-ce que c'était plutôt côté live, côté studio ou autre chose? Ben, un petit peu des deux. Joseph, ça a commencé où il m'avait invité à la maison enfin, chez lui pour travailler sur des futurs titres. Puis en fait, il se trouvait qu'à ce moment-là, il cherchait aussi des musiciens pour finir une tournée et commencer les concerts. Et depuis, je continue toujours à l'accompagner. Euh, et Crayon, c'était pareil, ça a commencé plus pour du live pour le coup, où on a préparé une promo de radio. Ensuite, on a fait une tournée européenne. Et en parallèle, bah, vu qu'on était devenus très amis, on a passé beaucoup de temps ensemble à faire de la prod, où moi je travaillais un peu sur ce que lui faisait, et j'ai beaucoup appris sur ce niveau-là aussi de production en travaillant avec lui sur différents projets. Et du coup, à quel moment est-ce que tu te dis, je vais me lancer en solo? Alors ça s'est fait un peu au fil de tout ça. C'est arrivé en 2019, où j'avais en fait pas mal de morceaux. Je faisais aussi de la compo pour des musiques de pub. Et enfin, la production
me travaillait et je la travaillais également depuis peut-être 4 5 ans. Et en fait, il y a un moment, c'est vrai qu'il y avait cette barrière du chant où j'avais toujours besoin et envie de travailler pour d'autres et où je me sentais pas du tout être frontman ou porter mon propre projet, Mm. euh, bien que je créais beaucoup en parallèle. Et il y a un beau jour, j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais en fait, il faut que ce soit toi qui chante et qui fasse tes projets. Et voilà. Et après, 6 mois après, j'avais un album qui était mon premier album. Oui, en plus, cet album-là, que tu sors en 2019, qui porte ton nom, tu décides de l'autoproduire. Pourquoi est-ce que tu as choisi justement d'appeler ton album bah, comme toi, comme ton nom d'artiste? Est-ce que c'était une manière finalement de te présenter en tant qu'artiste solo? Ouais, on peut dire ça, carrément. Voilà, j'avais pas particulièrement de nom, mais effectivement, c'était plus pour me présenter, pour arriver. C'est mon premier. J'avais vraiment cette idée de première pierre à l'édifice. Quand on sort un projet, on sait pas du tout ce qui va se passer. On se dit que peut-être, il y aura nos amis qui vont nous écouter, et c'est tout. Après, ça devient plus sérieux au fil du temps ou pas. Et en fait, on a vraiment cette sensation de sortir un petit morceau, de voir ce qu'il fait, puis un deuxième. Et donc, voilà, c'est juste d'arriver avec un nom de projet qui est soi-même et le présenter. Effectivement, c'est bien dit. Puis en plus, au-delà de ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ceux qui nous écoutent, en tout cas, tu vois, tu as écrit chacun des mots et chacune des notes. Comment est-ce que tu travailles pour créer une chanson? Alors, il y a plein de process différents. C'est vrai que ça part quand même la plupart du temps par la musique. Donc, souvent, ça peut être un riff, des accords, de synthé, même des sons. Ça peut venir simplement de sonorités voilà, il y a un élément de départ et après, je construis autour. Après, je pense que c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui où beaucoup d'albums se produisent à la maison avec un ordi, différents instruments. On touche de plus en plus enfin, on doit de plus en plus toucher à tout. Et voilà, donc c'est des choses qui se construisent sans forcément méthode préméditée, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas avoir d'idée, d'avoir un peu ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche? Je crois pas, je touche du bois, mais pas spécialement. Après, c'est vrai qu'on peut se retrouver plus à ramer. C'est là où on peut avoir un peu des clés dans un process, mais c'est plus à la seconde étape. Le moment de création, on a toujours une idée, on est dans une effervescence qui est en général courte, mais qu'il faut essayer de maintenir éveillée. Et c'est plus dans l'étape d'après où il faut essayer de rester dans le sentiment de plaisir et ne pas le perdre et où il faut essayer justement d'être concis. Et c'est plus dans ce sentiment-là qu'on peut avoir un sentiment de page blanche et se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour faire avancer le morceau davantage, essayer de garder du recul et voilà. Mais la page blanche du gros départ etc., je crois pas pour l'instant. Et quelles sont les premières personnes à qui tu fais écouter tes maquettes? Euh, ma chérie, parce que c'est la personne la plus proche. Donc, en priorité, ça va être les gens autour de moi. Après, des avis aussi, autant de musiciens que d'amis qui n'ont rien à voir. Je pense que tout avis est hyper bon à prendre pour avoir un ressenti. Euh, Évidemment, des gens après qui seraient de confiance et qui vont pas forcément essayer d'être polis. Oui. Voilà. On parlait production tout à l'heure. Justement, toi, tu as fondé ton propre label qui s'appelle Abbess Record. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé comme ça? Hum, Je l'ai appelé comme ça parce que c'est le quartier où je suis depuis un petit paquet d'années. Et j'avais pas particulièrement d'idée à la base. J'ai créé ce label vraiment uniquement pour m'autoproduire parce que je commençais à travailler avec des distributeurs, avec Billy, avec une attachée de presse et il fallait que j'ai une structure pour faire cohabiter tout ce monde-là. Et vu que j'avais besoin d'un nom, je me suis dit, tiens, Abbesse, sans le ES de la fin, c'est cool, mais je suis pas sûr enfin, à long terme, peut-être je pourrais le changer si jamais, mais c'était pas forcément pour que ce soit sérieux. Et voilà.
Et avec ce label-là, tu t'es produit, mais tu t'es pas juste produit toi. Tu as aussi produit le duo Walter Astral. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être producteur? Alors, en fait, c'est venu progressivement. Cette idée de développer le label elle est venue pendant le confinement parce que travailler sur sa propre musique et en plus être son propre label et faire tout ça, il y a un côté quand même où on est seul, où on est très axé sur soi-même et sa propre musique. Et c'est vrai que enfin, c'est pas forcément ce que je voulais conserver ou faire. J'avais vraiment une envie de continuer à collaborer, à faire d'autres choses. Et du coup, je voyais d'autres artistes autour de moi où je voyais que c'était quand même pas évident de sortir sa musique, d'avoir les clés et les axes pour la développer. Là où moi j'avais déjà un peu réussi tout ça mais pendant le Covid, du coup j'ai vraiment voulu essayer de tenter de développer d'autres projets. Et c'est comme ça que s'est construit Walter Astral, où en fait c'était de la musique que j'ai échangée avec Tristan qui fait partie du duo et où du coup on a discuté de créer le projet. Et aujourd'hui, bah, ce projet de label me porte énormément et j'ai encore envie de développer d'autres projets autour du label et c'est quelque chose d'hyper excitant. Et parce que finalement, tu travailles avec d'autres personnes, parce que ton projet, tu le construis pas forcément tout seul, parce que tu as ton entourage et tu as celles et ceux qui sont proches de manière professionnelle ou personnelle qui t'accompagnent aussi, mais c'est peut-être... ça, ça permet aussi de voir d'autres choses et de peut-être d'expérimenter d'autres choses finalement en accompagnant d'autres artistes. Ouais, ouais, carrément. Et c'est un élargissement du spectre d'épanouissement et de travail, euh, voilà, à tous les niveaux, quoi. Tu le disais, en plus de continuer ta carrière solo, en 2022, tu as sorti un nouvel album qui s'appelle Orange. Alors, pourquoi avoir choisi une couleur comme album, comme nom d'album? Alors, je me permets de dire couleur parce que je sais que le fruit n'a rien à voir. Oui. Alors c'était une couleur, le orange, c'était quelque chose, enfin c'est quelque chose pour moi de. Déjà la couleur dans la musique est très importante parce que bah, la musique donne des émotions et les émotions des couleurs et donc dans ce sentiment il y avait un besoin un peu d'espoir, de renouveau. Là où mon premier album était très, bah, même l'artwork, c'est une sculpture en pierre sur laquelle je suis assise, donc qui était plus dans le passé, la nostalgie. Et orange, il y avait cette couleur un peu de la lumière naissante, d'un lever de soleil, donc un peu qui symbolise l'espoir, mais dans quelque chose de tout nouveau, vraiment le début avant que la lumière devienne jaune puis blanche. Donc c'était un peu cette couleur-là que ça symbolisait et qui était plus portée du coup vers le futur. Parce qu'il y a dans cet album-là, il y a aussi un titre qui s'appelle Bleu. Oui, tout à fait. C'est vrai que comme tu le dis, cet album, tu parles davantage de toi, notamment en parlant de la confiance en soi, de la solitude, de l'amour fictif, d'espoir, pour citer que ces thèmes. Et c'est des thèmes que finalement tout le monde connaît un peu dans sa vie ou connaîtra, pour certains, j'espère, le plus tard possible. Mais c'est aussi pour ça que tu fais de la musique, pour parler aux gens, les interroger sur ce qu'ils ont ou qu'ils pourraient vivre. Euh, oui, 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 on peut dire ça comme ça, effectivement. Après, j'aime bien que ça reste toujours assez abstrait, que tout le monde puisse bah, justement s'approprier le sujet ou la façon d'interpréter les choses. Mais effectivement, c'est quand même des sujets qui concernent tout le monde et donc des sujets qui, qui m'ont touché à un moment, donc qui du coup, bah, c'est des sujets desquels on a envie de parler après en faisant de la musique. Justement, tu parles d'interprétation et d'écriture. Est-ce que tu as des artistes qui font pas forcément partie du même genre musical que le tien, qui t'inspirent par leur écriture, la manière dont ils interprètent? Parce que forcément, j'imagine que tu n'écoutes pas que la musique que toi tu fais, parce que bah, la musique, c'est ça aussi, c'est s'ouvrir à tout. Ouais.
Il y en a une infinité. Effectivement, j'ai pas trop d'artistes très pointés du doigt à dire je fais ci ou ça. J'écoute vraiment plein de musique de tous les styles en permanence et depuis enfin plein d'époques différentes, donc des styles très différents à chaque époque. Mais je pense qu'il n'y a pas un style qui m'inspire pas de manière sous-marine, on va dire, quelque part, quoi. C'est quoi ta dernière découverte musicale, par exemple? Dernière découverte musicale. Alors, j'ai un projet alors que j'aime beaucoup qui s'appelle Dolphins, Mhm. qui est pas très connu, qui j'arrive pas à savoir s'ils sont finlandais ou allemands, mais dont je trouve la musique très intéressante. Voilà. J'ai un peu du mal à définir le style, c'est un peu alternative, les prods sont très intéressantes. Ouais. C'est de l'anglais? C'est en anglais, oui. Bon, alors, bah, pour celles et ceux qui veulent faire une découverte, Ouais. Dolphin. Avec un S, comme les dauphins, voilà. Ok. Dolphins. Alors, je le disais en introduction, aujourd'hui, tu as sorti ton EP Continuum. Ce que je te propose, c'est avant qu'on en parle un peu plus, je te propose d'écouter le premier titre éponyme de cette EP. Et comme ça, on en parle juste après.
C'était Continuum, le titre éponyme de l'EP de Luc Anger, mon invité dans Quand la musique est bonne. Alors, dans ce titre, tu évoques le temps qui passe. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te préoccupe? Carrément, ouais. C'est quelque chose qui me préoccupe, oui, oui, effectivement. Bah, le temps, c'est quelque chose de très complexe à quantifier d'une certaine façon, parce qu'il y a surtout la notion de perception du temps qui rentre en jeu. Et par exemple, quand on fait un rêve, on peut avoir l'impression que ça dure un grand instant, alors que ça dure que 7 secondes, ou que c'est vraiment des éclairs. Et après, la notion du temps, enfin voilà, peut tellement varier en fonction du rythme cardiaque, de plein de facteurs. Donc c'est quand même une notion qui pourtant est concrète, mais qui fait poser énormément de questions depuis toujours. Donc c'est un peu de ça que ça parle, effectivement. Dans ce titre, on entend aussi une voix de femme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous dire qui c'est? Ah oui, alors c'est ma chérie qui s'appelle Livia Johan, qui est artiste. Et d'ailleurs, dans tout le pays, il y a des voix de femmes qui apparaissent. J'ai souvent fait ça dans ma musique, dès mon premier album, parce que j'aime vraiment bien amener d'autres tessitures, ça permet de créer de l'espace, du relief, et voilà, je trouve que le mélange est toujours joli. Et du coup, dans cette EP, ce que tu disais, on entend plusieurs voix de femmes. Est-ce que c'est toujours Livia ou il y a d'autres femmes qui t'ont accompagnée pour cette EP? Non, il y a d'autres femmes. Il y a aussi donc une amie, Julie, qui chante sur un titre qui s'appelle Marie, là où le refrain est lead, Mm. sur sa mélodie et le texte. Et sinon, tout le reste, c'est des chœurs chantés par Livia. Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration d'écrire le titre Continuum? Hum, je sais pas si j'ai une inspiration particulière. Je pense que je suis parti de. J'ai dû commencer par les synthés un peu qu'il y a en fond. Et le beat assez saccadé et le riff de basse, je pense qu'il est venu en troisième. Mais c'est une espèce de sentiment de choses qui avancent. Voilà, il y a un sentiment d'avancer qui m'a ensuite donné l'idée de ce séquençage en roller pour le clip. Mm. Mais voilà, on va dire que c'est un peu un sentiment, ouais. Un sentiment d'avancer. Et justement, tu évoques le clip. Alors, pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à aller le voir. C'est toi qui es en roller? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose pour toi d'important d'illustrer par un clip une chanson? Parce que c'est vrai que tes textes, comme tu le disais tout à l'heure, ils sont, ils sont assez larges, assez énigmatiques. Tu mets le... Quand j'ai écouté la chanson, c'est vrai que tu parles du temps, tu parles des géraniums, et en fait, tout ça, quand on l'écoute, même en fermant les yeux, il y a des images qui nous viennent en tête. Et du coup, Ouais. est-ce que le fait... pardon, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que le fait de mettre un clip permet de un tout petit peu plus accompagner, en tout cas, la lecture ou la compréhension de l'auditeur? Ouais, alors ça donne un axe de lecture, ça crée un cadre visuel à la musique. C'est pour ça que c'est pas forcément non plus essentiel, parce que j'aime bien que ça reste libre. Mais quand il y a une idée qui peut être chouette à réaliser, qui illustre bien, c'est c'est chouette de pouvoir le faire. Est-ce que c'est vrai que beaucoup d'auteurs, que ce soit dans la musique ou dans n'importe quel art, c'est vrai que parfois, que quand vous écrivez et que c'est imagé, parce qu'il y a des personnes qui écrivent assez frontalement, euh, vous avez toujours ce, enfin, en tout cas, souvent, il y a ce quelque chose de j'ai pas forcément envie d'expliquer ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est aussi ton cas? Souvent, oui. Je sais pas comment interpréter ça, si c'est une forme de pudeur ou au contraire, d'essayer d'avoir. En fait, c'est d'exprimer un sentiment.
mais qui soit libre. Parce qu'un sentiment, on met des mots dessus et on le définit par quelque chose qui du coup est très concis, mais un sentiment, avant qu'on ait des mots ou une pensée ou qu'un sentiment qui traverse un animal, il n'a pas forcément de définition rationnelle ou une définition parfaite, quoi. C'est d'abord un sentiment. Et est-ce que toi, le fait d'écrire, c'est aussi une forme de thérapie? Mmh. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, dans le sens où ça permet de transcrire un sentiment. Je pense que le fait d'extérioriser un sentiment peut être une forme de thérapie. Même si c'était pas forcément, parce que dans le côté thérapie, ça définit un peu le fait de vouloir soigner quelque chose, donc c'est pas forcément dans ce sens-là, mais dans le sens où ça fait du bien, quoi qu'il arrive, d'extérioriser quelque chose. Dans ce sens-là, oui. En troisième et dernier extrait de l'EP, en tout cas avant que tu le sortes aujourd'hui, tu avais choisi le titre Marie que tu as évoqué tout à l'heure et qui parle des sentiments amoureux. Un titre dans lequel les fans de la série Stranger Things pourront reconnaître quelques codes qu'ils apprécient dans la basse. Est-ce que ça t'a inspiré ou est-ce que c'est que ça t'a inspiré la ligne de basse ou tu t'en es aperçu après ou alors on t'a fait la réflexion? Alors, ça m'a pas inspiré directement dans le sens où je me suis pas dit, ah, il faut absolument que là, je me fasse une basse à la Stranger Things et avec cette reverb et ce côté un peu distordu. Mais ça m'a forcément inspiré parce que j'ai beaucoup aimé les sonorités qu'il y avait dans la série. Donc, je pense que c'est ça qui m'a amené à le faire et c'est en le faisant que je me suis dit, j'aime bien ce son-là parce que ça me fait référence à ça. Hmm. Voilà. On n'a on n'a pas vraiment beaucoup parlé de la scène. Est-ce que toi, tu aurais un souvenir marquant d'une scène que tu as pu faire à nous partager? Parce que tu en as fait des très grosses. Tu as fait le Zénith de Nancy, le Forest National, tu as fait la Boule Noire aussi. Hmm. Peut-être ma toute première scène que j'ai fait, qui était dans un café dans le 18e pour le So Far Sound, qui était vraiment le tout premier concert que j'ai fait pour mon projet. Mhm. Euh, il n'y a pas spécialement d'anecdote à raconter, mais c'était pour moi, on va dire, le premier moment où je devais incarner ma musique face à des gens et où j'étais pas là pour accompagner d'autres personnes, donc c'était important pour moi. Comment est-ce que toi, tu te prépares à la scène? Est-ce que tu as des petites habitudes avant de monter sur scène? Hmm, J'aime bien m'étirer. Oui, j'aime bien me brosser les dents aussi, mais j'y pense pas toujours. Mais c'est vrai que quand on s'est brossé les dents et qu'on monte sur scène et on se sent plus frais. Ouais. Ouais. Est-ce que quand tu es en studio, quand tu es en train de créer un titre, tu penses à la scène ou pas ou cette manière d'interpréter les titres que tu as fait, tu y penses après? Alors c'est une bonne question parce que oui, pour cette EP, c'est vrai que je l'ai fait un petit peu plus dans un sentiment que j'ai envie d'exprimer dans ma musique aujourd'hui, qui est un petit peu plus dansant et un peu plus dynamique, avec un côté un peu plus post-punk en même temps, new wave que où avant je cherchais une autre sonorité qui était plus dans vraiment sur mon premier album, dans la texture, une espèce de quelque chose de cotonneux et où je m'imaginais plus à l'écouter chez moi. Mm. Là où aujourd'hui j'ai un peu, on va dire, une balance entre les deux et où j'essaye de mélanger tout ça. Donc oui, j'en tiens compte. Ouais. Et Luc Angé sur scène, ça donne quoi? Alors ça varie. Il y a parfois, en fonction des scènes, on peut être trois avec de la batterie et un bassiste, ou on peut aussi être juste à deux avec basse, synthé basse, et voir ça m'est arrivé de jouer tout seul aussi. De toute Ouais, façon, ça peut un peu varier. de toute façon, toi, quoi qu'il arrive, tu t'accompagnes toujours. Oui, même si au fil du temps, je me détache un petit peu des instruments en fonction des titres. Mm.
j'essaie de vraiment jouer et interpréter ce qui me semble être lead pour mieux incarner le chant et en fait ce qui va être tout le temps ce qui doit être le plus écouté au moment où on le vit, quoi. Si tu devais choisir un moment ou un endroit pour écouter ton EP, ce serait lequel? Bah, peut-être dans les transports, dans un train ou un avion ou un bateau. Et pour rejoindre ce sentiment d'avancer et en même temps d'avoir des paysages. Voilà. Que dirais-tu au Luc qui débute tout juste le piano si tu pouvais lui parler? Je le regarderai. Je le regarderai jouer. Juste de l'admiration sans le gêner. Pas de l'admiration, mais moi, ça me ferait réfléchir. Enfin, je serais curieux de me revoir comme ça. Ça me ferait moi-même réfléchir sur moi-même. Mais je n'aurais pas forcément grand-chose à lui dire. Il t'écouterait pas? Je sais pas s'il m'écouterait pas. Si, il m'écouterait, mais bon, je pense que je me posais pas forcément de questions et dans ça, je pense que c'était bien. Donc voilà, du coup, j'aurais pas forcément grand-chose à lui dire. Eh ben, merci Luc d'avoir été avec moi le jour de la sortie de ton EP Continuum. Merci à toi. Alors, je le rappelle, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors, on n'a pas parlé de tous les titres qui sont disponibles sur l'EP parce qu'il y en a 5. Et ben, tu sais quoi, je te propose de choisir le titre avec lequel on se quitte et même de l'introduire. On n'a qu'à partir sur une nouvelle vague. Eh ben, on écoute Nouvelle Vague. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec moi. Merci à toi. Et on se dit à bientôt sur les routes. À très vite.